Et donc, sans plus attendre, le professeur Nicolas Reyna, qui est en direct de Toulouse et qui va nous parler du suivi de ces patients, des nouvelles modalités de suivi, comment vont nos patients du suivi au Big Data. Nicolas, c'est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, j'espère que ma connexion est stable. Alors, j'ai trouvé ça assez congru quand une communication à l'Académie de chirurgie se passe depuis le bloc, donc excusez mon absence, mais je suis au bloc opératoire. J'espère que vous allez bien et que vous excusez mon absence. Je voudrais remercier d'abord Philippe et Marc-Olivier de m'avoir invité parce que si je ne suis pas là, c'est parce que j'étais prévenu un petit peu tard, mais je voulais absolument participer. Et on sait que l'Académie s'intéresse aux nouveaux sujets et je vous en remercie. Alors, on m'a demandé de traiter quelque chose qui m'est cher, c'est savoir comment vont nos patients, parce qu'on parle beaucoup de technique et on parle beaucoup de chirurgie, effectivement, mais est-ce qu'on sait vraiment comment vont nos patients? Et en fait, si on regarde un petit peu la littérature, on se rend compte que non. Il faut se rendre compte d'abord, au préalable, que nos patients, ils sont extrêmement connectés. On l'est tous, vous l'êtes tous, mais nos patients le sont aussi. Dans toutes les strates de la population, que femmes, hommes, âgés, jeunes, et tous les patients vont avoir des téléphones portables, vont bien entendu être équipés d'Internet, mais aussi de tablettes, de multiples outils, et parfois même avoir accès à des tiers de la famille ou des aidants qui, eux, vont pouvoir leur faciliter cet accès-là. Alors ça, c'est un préalable pour discuter de comment on évalue le bien-être de nos patients. Et depuis très longtemps, alors nous, on est les spécialistes en orthopédie, on se base absolument que sur la survie des implants. Et donc, on peut absolument pas parler de bien-être depuis plusieurs dizaines d'années si on ne parle pas de survie. Il faut que les implants, d'abord, ils survivent. Et on a rencontré des absolus paradoxes parce que, par exemple, le resurfaçage de hanche, on a longtemps dit que c'était quelque chose de très, très bien, mais le problème, c'est que ça avait des survies à 20 ans moins bon que la prothèse de hanche standard. Alors, même si c'est moins vrai aujourd'hui, on regarde ici, par exemple, justement, une survie chez les patients jeunes qui est moins intéressante chez les patients en resurfaçage que sur des prothèses standards. Mais c'est peut-être parce qu'on ne recherche pas les bonnes choses. C'est pas parce que les implants vont bien que nos patients vont bien. Oh, excusez-moi. Et quand on regarde ce qu'on conseille à nos patients, c'est c'est de plus en plus, ça évolue pardon, de plus en plus vers le patient. Et ça, c'est l'American Academy de chirurgie de la hanche et du genou, qui ne conseille pas grand-chose sur le plan chirurgical, sur le plan médical, mais qui se rend compte qu'en fait, il faut aller bien. Et conseille aux patients, et c'est écrit sur le site même de la HKS, shoot the stars, il faut shoot for the stars. N'essayez pas de limiter vos expectations, essayez d'aller le mieux possible, parce que plus vous visez haut, mieux vous irez. Et ça, il y a énormément de littérature là-dessus, en orthopédie, en disant que si vous faites confiance à votre chirurgien, si vous vous préparez à la chirurgie, et si vous avez décidé d'aller bien, vous irez bien. Et ça, on voit que nous, chirurgiens aussi, on a un rôle important, parce que il y a des études aussi qui montrent que si on va inquiéter le patient, alors là, je parle pour une des chirurgies les plus connues, la chirurgie de la prothèse de hanche. Moi, c'est une chirurgie que je pratique beaucoup. On se rend compte que si on fait peur au patient, il va aller moins bien, il va plus se luxer. Bien au contraire de ce qu'on pense depuis des décennies et des décennies. Et donc, certainement que la préparation psychologique du patient et son évaluation, donc, est clé sur cette évaluation. Je change complètement et je vais sur une spécialité que je ne connais pas, mais qu'il est intéressant de regarder sur les évolutions suite à une chirurgie de prostate. Si vous regardez les chirurgies à 5 ans, à peu près tout le monde est bon de la même manière, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, on va dire le pays industrialisé, riche, ou avec quelle technique. Par contre, si vous regardez d'autres marqueurs qui vont être l'incontinence, les problèmes érectiles, et bien là, on n'a pas du tout la même évolution. Ce que je veux montrer juste par cette diapo, c'est que si on ne s'intéresse pas aux bons critères, aux bons métriques, on n'a pas les bonnes réponses. Et donc, il faut absolument essayer de chercher de nouvelles données. Et ces nouvelles données, c'est certainement pas la survie, selon moi. C'est certainement comment va le patient. Mais si on se réfère à tous les scores qui ont été établis en orthopédie, les majeurs, on va dire, ils ont été établis il y a 40, 50 ans. Et il est plus pertinent aujourd'hui de demander à un patient, est-ce que vous arrivez à monter dans vos escaliers? Est-ce que vous arrivez à vous déplacer de 5 mètres? Parce qu'aujourd'hui, moi, un patient qui vient de me voir pour une prothèse de hanche, il va me dire, oui, mais j'entends bien que je peux monter quelques escaliers, mais est-ce que je vais pouvoir faire un marathon? Est-ce que je vais pouvoir sauter en parachute? Ce sont des vraies questions de mes patients tous les jours. Et pour répondre à ça, il faut qu'on recherche des nouvelles métriques, donc le sport, le retour au travail, la conduite automobile. Et peut-être qu'il faut évaluer vers des scores préopératoires et post-opératoires différents. Et peut-être que la composition de nos scores doit être peut-être complexe et paramétrée
ou pondéré par rapport à l'âge, le sexe, le statut socio-économique et plein d'autres choses que bien souvent on ne mesure pas et qu'on ne retrouve pas dans les publications. Parce que comment nos patients vivent l'orthopédie aujourd'hui, c'est devenu un outil de consommation. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est ce que les patients vivent. Et ils veulent consommer plein de choses. Et à un moment où ils sont gênés pour plus aller faire leur marathon, et bien ils vont vouloir une prothèse de hanche. Alors, est-ce qu'ils ont tort? C'est difficile de le dire parce qu'au final, avec les tels résultats de survie, de bonne évolution clinique, c'est un petit peu difficile de leur dire non, non, je ne vous mets pas de prothèse de hanche tant que vous n'êtes pas en train de marcher en canne ou de rouler avec un fauteuil roulant et que vous ne pouvez plus vous déplacer. Parce qu'effectivement, les scores cliniques qu'on peut avoir avec une prothèse de hanche et les évolutions, les survies et le retour à la vie normale, parce qu'aujourd'hui, on utilise des scores qui sont, par exemple, le Forgotten Joint Score, c'est de demander est-ce que vous avez oublié que je vous ai opéré? Et c'est une réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des patients qui, même 6 mois après la prothèse, cherchent de quel côté on les a opérés. C'est une réalité aujourd'hui. En parallèle de ça, on se rend compte quand même que c'est pas si parfait que ça parce que l'OCDE dit qu'il y a jusqu'à 20% des actes. Alors notre ministre disait, il y a quelques mois, disait que c'était même 30% des actes. Mais en tout cas, l'OCDE dit qu'en orthopédie, 20% des actes seraient inutiles. À méditer, mais en tout cas, il y a certainement quelque chose. Parce que, en parallèle de ça également, le Covid a augmenté la file active. Et il y a 13% aujourd'hui des patients en orthopédie qui n'ont pas été adressés. Et donc, la gestion de nos files d'attente, elle va être capitale. Donc, on a de plus en plus de patients opérés et de plus en plus de patients demandeurs qu'on évalue mal et on ne sait pas quand c'est que précisément il faut les opérer. Et pourtant, on a des données parce qu'on collecte depuis longtemps, mais peut-être pas de la bonne manière. Et c'est l'intérêt justement du sujet aujourd'hui des big data. Il faut collecter beaucoup de données pour pouvoir comparer, évaluer, trouver les patients et savoir comment évaluer. Mais par contre, il faut savoir quelles données prendre. Au milieu de ça, et il ne faut pas confondre, on a ce qu'on appelle la récupération améliorée après chirurgie, qui est une grande mode, qui est souvent entourée de beaucoup de marketing. Donc, il faut bien se méfier de ce qu'on vend derrière ça. Parce qu'on va dire aux patients, on a ces données pour dire qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher le jour de l'intervention, ce qui est plus ou moins vrai parce que ça dépend du type de patient, que vous allez pouvoir faire courir, voler, chanter, danser avec une prothèse de hanche. Oui, c'est vrai pour beaucoup de patients, mais est-ce que c'est vrai pour tous les patients? Aujourd'hui, on est incapable d'y répondre et on va vendre parfois du rêve à des patients à qui on va dire c'est bon, tout le monde peut être fait en ambulatoire. Et j'ai encore un patient qui est venu me voir, là, que j'ai opéré ce matin et qui va sortir que demain matin parce que pour moi, il n'est pas fait pour le retour à domicile le même jour. Pourquoi il est venu me voir? Parce que pour sa première hanche, il a vécu un enfer parce qu'il est rentré chez lui le soir même et il m'a dit j'ai vécu une douleur incroyable. Et je pense qu'il y a des patients éligibles pour la chirurgie ambulatoire, peut-être qu'ils ne le sont pas tous. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont exactement les données au jour le jour. Parce que si aujourd'hui on a plein de revues littéraires sur plein de données, il y a de ces études qui montrent que la majorité, enfin jusqu'à le quart des revues systématiques de littérature devraient être remises au goût du jour tous les 2 ans. Parce que notre chirurgie et notre spécialité et nos spécialités chirurgicales évoluent très vite. Je ne peux pas dire trop vite, mais en tout cas, elles évoluent très vite et il faut les réévaluer. Et au milieu de ça, il y a plein d'innovations qui ne servent pas à grand-chose. C'est-à-dire que si je n'ai pas de score clinique, ça me sert bien à rien de savoir si le patient il a marché 12 000 pas par jour, 10 000 pas par jour ou 8 000 pas par jour. Donc, il faut se méfier de ces fausses innovations. Pardon. Il y a un chiffre clé dans les big data et dans l'évaluation qui peut nous ouvrir le champ de l'intelligence artificielle et donc du machine learning, c'est 10 000. C'est un chiffre magique. Bien entendu, il est à modérer en fonction des indications, en fonction des patients, en fonction de plein d'éléments. En revanche, tous les spécialistes de l'IA nous disent souvent qu'en dessous de 10 000 itérations, ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a d'intelligence que humaine. Le robot, il va répondre à des questions qu'on va lui poser. Et s'il est capable d'agréger suffisamment de données, il va pouvoir faire tourner des mécaniques de statistiques pour pouvoir essayer de trouver quelque chose d'un peu plus précis et de nous suggérer une solution. Mais si on n'a pas suffisamment de données, la puissance va être réduite et donc ne va pas nous permettre d'amener une réponse. Ça va nous permettre quoi, ces données numériques en grand modèle? Ça va nous permettre notamment d'évaluer des trajectoires. Et on utilise déjà dans l'industrie ce qu'on appelle les jumeaux numériques, c'est-à-dire être capable de savoir comment l'outil qu'on évalue, si on lui applique une trajectoire numérique, donc théorique ou digitalisée, on va pouvoir trouver comment le patient évolue. Je m'explique. Si vous avez 2 patients qui vont exactement
de la même manière à J-45 avant votre chirurgie. Vous leur faites exactement la même chirurgie. Est-ce que ces deux patients vont évoluer pareil? On sait que non, vous et moi. On a nos critères tous, de savoir quel est le type de patient, quelle est la profession de la patiente. Je vais cibler personne. En général, je parle des institutrices, mais je ne sais pas comment vous avez dans vos cabinets cette expérience. Et on sait que ces deux patients, en fonction de leur trajectoire, ils vont pas aller pareil. Mais peut-être que cette trajectoire, je peux la connaître mieux si je les évalue à J3 après la chirurgie, et peut-être que je le corrige encore à J7, à J15. Or, ces données, on ne les a pas. Ni vous, ni moi, même si on commence à s'y intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne peux pas voir mes patients tous les 2 jours. Par contre, avec l'outil numérique, je vais peut-être pouvoir leur demander. Alors, je vais vous raconter rapidement, nous, ce qu'on a fait chez moi, Pierre-Paul Riquet, donc à Toulouse. On s'est dit que le parcours de soins, ce n'est pas juste la chirurgie, c'est tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval. D'autant plus qu'aujourd'hui, les patients, on les voit de moins en moins au bloc opératoire, de moins en moins longtemps et de moins en moins en périopératoire. Donc, on commence dès la consultation ou lors de la programmation de la chirurgie, et on a encore passé cette étape, on est allé encore un peu plus loin très récemment. Dès la programmation de la chirurgie, on a inclus nos patients dans des protocoles de soins. Pendant l'intervention, on va remplir des données qui vont être des données d'évaluation liées à la chirurgie. Et après la chirurgie, lorsque le patient est de retour chez lui, on va le réévaluer et lui poser les questions de façon itérative et assez fréquente. Alors, pas trop, parce que sinon il va se lasser, mais suffisamment fréquemment pour qu'il adhère à ce soin et pour qu'on lui montre qu'il est dans un protocole de soins et qu'il est, on va dire, coucouné et évalué régulièrement. L'expérience de soins unique, c'est ça qu'on vend aux patients. C'est pas qu'une promesse marketing, c'est de dire que si on est capable d'individualiser le soin et on a notre confrère, je crois ophtalmologue ou radiologue, pardon, je ne sais plus, qui parlait justement de cette chirurgie personnalisée, individualisée, parce qu'il n'y a que en individualisant le soin que vous allez intéresser le soin à sa chirurgie. Et ça, c'est ce que j'ai montré. Il y a énormément de publications sur le sujet qui montrent que si le patient il est intéressé à ce qu'on va lui faire, il va aller mieux. Même par de la magie qui s'appelle souvent le placebo, mais il est conscient de faire partie de quelque chose. Et il faut engager pour ça tous les acteurs dans cette réussite. Donc, il y a le patient, le médecin, bien entendu, mais les paramédicaux, les gens dans l'administration, les infirmiers de ville, les kinés de ville. Et cette coordination de soins, elle peut se faire également de façon numérique. Alors, nous, on a une collaboration pleine. Je vous parle juste une fois de la société avec qui on travaille parce que j'ai un conflit d'intérêt par rapport à ça. Je gère leur comité médical. Mais pourquoi c'est important? Et ça peut pas être n'importe quel acteur. C'est parce qu'il y a une collaboration forte avec le CHU qui nous a dit on va s'engager là-dedans et on va vous aider à évaluer aux patients. Parce qu'il y a des grands industriels, pour ne pas les citer, mais 2 grands Américains, qui se sont investis là-dedans et qui ont fait des outils de surveillance patient. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, on n'a pas besoin des chirurgiens, puisque de toute façon, l'administration va nous donner toutes ces données. Et ils avaient des taux de réponse inférieurs à 10%. À tel point, c'était mauvais ce qu'ils obtenaient, qu'ils ont arrêté même ces protocoles-là et ces processus d'évaluation. Parce qu'en fait, il n'y a que vous, il n'y a que moi, il n'y a que nous, chirurgiens, qui pouvons demander aux patients de témoigner de ce qu'ils ressentent et de s'intégrer dans ce protocole de soins. Et en basant ça, donc on a mis un protocole en routine où on évalue le patient par un outil numérique, donc qui est un site qui peut être accessible de n'importe quel outil, mais aussi en application, qui va demander au patient, comme j'ai dit, de façon très fréquente, comment il va. Et donc, on est passé à l'instantané, c'est-à-dire que là où avant on utilisait des guidelines pour évaluer nos patients, on disait oui, on a montré que sur 25 séries, sur les 40 dernières années, nos patients, il fallait les évaluer comme ça. Mais en fait, c'est plus valable, on le sait, parce que les patients d'aujourd'hui, c'est pas les patients d'il y a 40 ans. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il faut faire des itérations. Nous, en 2 ans, on a capté plus de 1700 malades avec des taux de participation à 73%. Alors, vous avez tous l'actualité ou le souvenir d'avoir mis des internes sur des travaux. Pour aller évaluer ces patients tous les 3 jours, c'est un peu compliqué. Il faut un peu les fouetter, on le fait encore, mais peut-être qu'il y a une autre méthode d'aller mener des études. Le score NPS, c'est capital. Cet outil, c'est un outil de marketing qui nous permet de montrer comment le patient va adhérer aux soins. Pour mémoire, Apple n'a que 72 et nous, on est supérieur parce que, pas nous, chirurgiens à Toulouse, mais nous, chirurgiens, parce qu'en fait, l'adhésion encore à ce qu'on va lui faire, elle est très, très forte. On a utilisé ces évaluations sans critères de sélection, avec plus de 400 mesures chez les patients, et en tout, on a plus de 100 000 données collectées. Alors, à quoi ça nous amène ça?
ça nous amène à et qu'est-ce qu'on peut faire avec des données? Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a des outils comme ça? Et je vous pose cette question. Si dans 7 jours, on a la nouvelle commission de l'académie et vous me demandez de vous sortir des résultats sur mon activité. Alors, si j'ai beaucoup d'internes, je vais pouvoir faire quelque chose, mais ça va déjà être compliqué. Peut-être une revue systématique, peut-être quelque chose qui va s'approcher de quelque chose que j'ai déjà publié. Moi, je vous propose de regarder si je pose la question directement à mes patients. Et ça, je dois rendre hommage à Jérôme Villeminot, qui avait présenté d'ailleurs, je crois, une partie de ses résultats devant votre académie il y a quelques mois. Il a posé cette question à des patients, 226 requêtes sur des patients. Il a envoyé un email avec un questionnaire. En donc 7 jours, il avait 115 réponses collectées. Et il a pu faire son symposium à la Softcote. Si vous ne connaissez pas Jérôme, il était un petit peu en train de faire plein de choses, mais il a quand même pu produire cette chose-là et avoir des résultats de très haute qualité. Parce que là aussi, la littérature converge. Les meilleurs résultats ne sont pas celles qu'on va nous produire en demandant aux patients, parce qu'il y a un effet blouse blanche qui est indéniable, mais celui que le patient va produire lui par ce qu'on appelle les prompts, donc les patient-related outcomes, c'est-à-dire les données recueillies par le patient. Allez, un autre challenge, un dernier, 7 heures. Dans 7 heures, vous me demandez de reproduire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Même une bibliographie, il va falloir que je dorme, ça va être difficile. On s'est lancé le défi pour la Softcote. Et d'ailleurs, Marc-Olivier m'avait invité dans une table ronde à la Softcote pour parler de ça. Et j'ai posé 22 questions sur un questionnaire qui demande 8 minutes pour répondre, c'est-à-dire en moyenne beaucoup plus qu'une consultation d'orthopédie. Vous savez comment on est un petit peu pressé en orthopédie. Et en 13 heures, j'ai eu en 7 heures, j'avais eu 648 réponses sur plus de 6000 questionnaires demandés. En 7 jours, 1300 réponses. Et là, je peux mettre tous les internes du monde pour poursuivre ce genre de résultats. On en est incapable. Et donc, c'est cette intelligence qui est en fait pas une intelligence, mais juste des capacités d'analyse et de stimulation de patients qui est un peu supra-humaine, avec une relation patient qui est de très bonne qualité, qui va nous permettre d'obtenir des données de façon qualitative. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à évaluer, à prendre des données et à faire de l'apprentissage par renforcement. On va parler de machine learning, on va parler de similarité entre deux patients, c'est dont je vous ai parlé. Mais ce n'est pas juste pour le plaisir des médecins et des universitaires. Il y a des impacts énormes sur le plan socio-économique. Il y a les études anglaises qui montrent que si on est capable d'augmenter la pertinence des soins, on est capable de générer des centaines de millions d'euros d'économies de soins. Et moi, je rajouterais, et ça c'est mon côté centre universitaire, c'est aussi l'accessibilité aux soins. Parce que si je suis capable d'aller chercher des données chez un patient qui est trop loin pour qu'il vienne me voir, eh bien peut-être que je vais améliorer mon soin. Parce que nous, c'est l'article 51 et le gouvernement qui nous avait sollicité et qui nous paye aujourd'hui ces infrastructures. Parce que si je suis capable d'évaluer le parcours de soins, ça veut dire que je vais aussi être capable de prévenir les complications après une chirurgie. Voilà. Je finirai sur le fait qu'aujourd'hui, on a déjà des données. Ce n'est pas juste de la prospective. On est capable aujourd'hui de savoir que si à 21 jours, un patient ne fléchit pas à plus de 90 degrés après une prothèse totale de hanche, je sais qu'il va évoluer vers une mauvaise suite sur le plan clinique. Et donc, certainement, ce patient, il va falloir le revoir plus tôt. Et en toile de fond, et ça nous menace, même s'il faut le prendre à bras le corps, c'est l'enjeu de la forfaitisation qui grogne, parce que la forfaitisation, demain, on ne nous demandera pas si on a évalué les patients, on nous dira juste que il faudra payer les acteurs d'amont, la prévention, les acteurs d'aval, la préparation, la récupération, les kinés. Et ça, en France, on peut faire cocorico, on a la main là-dessus, on est capable d'évaluer nos patients. Et donc, il faut vraiment prendre cette question à bras le corps, parce que demain, peut-être qu'on va pouvoir demander aux instances et aux payeurs d'avoir un paiement au-delà de ça sur la qualité des soins. Et si on n'a pas la manière d'évaluer les patients, si on ne les a pas évalués, on n'aura pas la capacité de demander ce qui nous revient en termes d'amélioration de capacité de soins. L'étape finale, ce sera peut-être de trouver des nouvelles questions, parce qu'aujourd'hui, j'opère mes patients parce que j'ai un tableau opératoire vide, mais dans 2 mois, peut-être que ces patients, ils ne sont pas prêts à la chirurgie. Peut-être qu'ils sont prêts plus tôt, mais peut-être qu'ils sont prêts plus tard. Et ça, c'est à mon avis un des challenges que nous permet les big data. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette belle présentation, très claire, comme toujours, et instructive. On a le temps peut-être d'une question. Avant Rémi, on va finir un petit peu en retard, j'en suis désolé. On n'a pas vu passer le temps. Toi, tu as vu passer le temps. Bravo Nicolas pour ta présentation. Mais
il faut que les médecins soient très vigilants là-dessus. Et il faut qu'on puisse avoir la maîtrise des données. Et là, je prends ma casquette d'ancien président du CNP, où on essaie de nous imposer des indicateurs qui sont fournis à part de données économiques. Et c'est un bras de fer qu'on a engagé avec la FSM. Tes données à toi sont des données de médecins, de qualité. Et donc, tes données, elles sont fiables. Alors que faire des données de qualité à partir de données économiques, ça ne marchera jamais. Et donc, il faut vraiment qu'on soit très vigilant. Et le travail que tu fais là, qui est formidable, il faut vraiment qu'il soit relayé et il faut que ce soit les médecins qui en charge l'évaluation et sûrement pas le PMSI et l'outil économique. D'autant plus que tous ces outils, en fait, faits par l'État, ils n'ont aucune pertinence parce qu'ils n'évaluent pas les bonnes choses. Bien sûr. Et tu as raison. Et la Sofcode doit s'en saisir. Et toute l'Académie de chirurgie, peut-être au-delà de tout, ne saisit pas, mais c'est les payeurs qui vont s'en saisir en disant on vous payera ça et ça sera comme ça. Oui, Nicolas, Hubert Joannet va reprendre le sujet. Oui, je vous avais parlé de l'effet blouse blanche. Je rappelle qu'il y a 30 ans, lorsque la chirurgie ambulatoire s'est développée, il y avait une querelle. Et donc, il y avait ceux qui voulaient faire l'ambulatoire, qui interrogeaient leurs patients en leur disant si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Et 85% des patients disaient oui, je le referais. Et les équipes qui ne voulaient pas faire de l'ambulatoire, qui posaient la question à leurs patients, si c'était à refaire, est-ce que vous seriez en ambulatoire ou vous restiez hospitalisé? Les patients répondaient à 80%, non docteur, vous avez très bien fait, je resterai hospitalisé. Donc, oui, on doit générer des données, oui, on doit en être propriétaire, mais ces études n'étaient pas concluantes. Ce qui a emporté l'affaire, c'est une association de consommateurs en Angleterre qui testait des grille-pains, des poêles à frire, comme chez nous, 60 millions de consommateurs. Là. Et ils ont dit un jour, bon, on va tester la chirurgie ambulatoire. Ils étaient totalement indépendants d'équipes médicales. Et les Anglais ont répondu à 85%, oui, moi, si je peux rentrer chez moi dans de bonnes conditions le soir, oui, je suis d'accord. Voilà. Et donc, probablement, on doit gérer ces enquêteurs pour qu'ils posent à nos patients leurs bonnes questions, mais on ne doit pas être en première ligne parce que ça influence trop les gens. Ils ont trop envie de me faire plaisir, en réalité, les gens. Ils sont gentils, les patients. Merci Hubert. Merci et donc bonne PTH, Nicolas. Merci à tous. Au revoir. Merci Nicolas. Au revoir.